Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Aujourd'hui, c'est Anthony qui est au micro de Sans Tabou. Il nous parle de sa maladie, la schizophrénie. En France, 600 000 personnes en souffrent et 24 millions de personnes dans le monde, soit 1 sur 300. Cette maladie, pouvant se traduire de différentes manières, est finalement plutôt répandue. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes. La schizophrénie se déclare habituellement au cours de l'adolescence, entre 15 et 25 ans. Et pourtant, cette maladie reste encore un tabou aujourd'hui. Mais pourquoi ? Nous nous faisons beaucoup d'idées sur les personnes schizophrènes. La peur est souvent présente lorsque l'on parle de cette maladie. Mais Anthony est justement là pour tout nous expliquer sur la schizophrénie. Ensemble et avec bienveillance, nous gommerons tous les clichés que l'on peut entendre sur cette maladie pour ainsi lever le voile sur ce tabou. C'est parti pour l'épisode. On est parti ? On est parti. Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Bonjour Jo, ça va et toi ? Ça va bien, écoute. Ah c'est cool. On a bravé le froid. Oui, carrément, la neige, le froid, la tempête. En plus, t'es venue en vélo, t'es trop courageuse. Ah, c'est gentil. Mais en même temps, rien que le fait d'être sorti de chez soi, je trouve que... Ouais, grave. Moi, j'ai pris le tram, j'ai failli avoir un petit problème parce qu'il y avait un accident sur la ligne. Donc j'ai cru que j'allais être à la bourre et peut-être pas venir. Donc j'y suis quand même arrivé. Oui, mais donc, je suis content. Pire, t'aurais été en retard, je pense. Oui, voilà, pas très ouais. Et en plus, tu m'as prévenu, j'ai pas du tout vu, mais... Ouais. Après, j'ai vu que c'était rétabli, j'ai fait autre chose. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu souhaites témoigner sur le sujet de la schizophrénie ? Alors, pourquoi je souhaite témoigner sur le sujet de la schizophrénie ? Pour briser les tabous là-dessus, pour partager mon expérience de vie aussi là-dessus. Montrer aux gens aussi qu'avec une schizophrénie, on peut avoir une vie normale, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que pour moi, il n'y a pas de normalité. Alors, vous ne voyez pas, mais il fait les petites oreilles de lapin. Les petites oreilles de lapin. Pour moi, il n'y a pas de normalité, en fait. Donc, voilà. Et chacun a sa propre normalité à lui. Et moi, c'est pour vraiment montrer aussi, voilà, comme je te disais, qu'on peut vivre une vie normale avec, entre guillemets, avec une schizophrénie. Voilà. Et briser les tabous, et voilà. Très bien. Ouais. Parfait. Et je voulais savoir, la schizophrénie, est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est un syndrome ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la schizophrénie, c'est une maladie chronique. Chronique. C'est-à-dire que ça peut se déclarer... En général, ça se déclare à l'âge jeune, à l'adolescence. Ok. Il y a souvent à cause d'une prise de toxiques ou d'alcool ou d'événements environnementaux qui font que ça peut déclarer la maladie. Et du coup, en général, tu as un traitement médicamenteux à vie. En général, c'est des neuroleptiques. C'est une maladie chronique. Et qui se traduit par quoi, en fait ? En termes généraux, parce que je suppose que c'est pas tous pareil. En termes généraux, en termes généraux, tu peux avoir des symptômes de délire. Tu peux entendre des voix aussi, qui soit dans la tête, soit aux oreilles. Donc ça peut être assez perturbant pour les personnes. Tu peux avoir des pensées parasites. Moi, c'est ce que j'ai en l'occurrence. Des pensées qui me parasitent l'esprit, par exemple, et qui sont assez chiantes, mais j'arrive à les gérer maintenant. Voilà, et aussi beaucoup de difficultés dans le lien social pour certaines personnes. Beaucoup de repli sur soi-même. Après, je connais pas tous les symptômes qu'il y a, mais il y en a beaucoup. Après, t'as des symptômes positifs, des symptômes négatifs, productifs aussi. De la maladie. Donc voilà. Et est-ce que tu sais, là je fais en termes généraux, après on va se concentrer plus sur ton expérience. Okay. Est-ce que tu sais s'il y a plusieurs schizophrénies ? J'ai cru entendre qu'il y avait... Oui, alors t'as les schizophrénies paranoïdes, schizophrénie dysthymique, moi c'est ce que j'ai. Donc dysthymique, c'est un peu le mélange de bipolarité et de schizophrénie.
Donc moi j'ai tiré le gros lot, j'ai les deux. Un peu dans la maladie, super. Donc voilà, tu vois. Donc paranoïde, ça porte bien son nom, hein. C'est surtout de la paranoïa, quoi. Donc voilà. Et du coup, tu peux voir comment ça se traduit la paranoïa? Je ne sais pas du tout. Alors, paranoïa, tu te fais des idées, tu peux avoir des délires de persécution, qu'on te persécute, je pense. Oui, vraiment. Donc, voilà, des trucs comme ça qui sont assez hard. Moi, j'ai la forme de schizophrénie la plus soft, on va dire. Celle qui entre guillemets, chez les oreilles de lapin, comme tu dis, où il y a pas mal d'espoir pour être bien dans sa vie. Voilà. Tu as des formes de schizophrénie qui sont plus difficiles à vivre. Donc voilà. Après, les autres formes, je les connais pas toutes. Ça, je les ai publiées sur ma page. Voilà, mais ma page Insta. Oui, qu'on mettra en lien d'ailleurs après pour avoir plus d'infos. Super, merci. Et du coup, voilà, mais t'as plusieurs formes, ouais. Bah, attends, je peux regarder sur ma page si tu veux. Mais vas-y. Carrément. Hein? Je les ai notés. Bah oui. Je fais la petite musique d'ascenseur. Ah, ben la petite musique d'ascenseur. Alors, attends. Voilà les différentes formes de schizophrénie. Alors, j'ai pas de réseau. Ah, mais je suis en mode avion. Super. super. Je garde tout ça. Hein. Oui, garde tout. Alors, tu as les formes paranoïdes. Oui. Les formes dysthymiques. Formes hébéphréniques. Alors ça, c'est la maladie qui débute tôt, au cours de l'adolescence. En général, ça débute souvent à cet âge-là, hein, la maladie de la schizophrénie, c'est souvent à l'adolescence. Ok. Forme catatonique. Donc là, apparemment, tu as pas mal de symptômes corporels, des sensations, comme si tu chantais quelque chose qui te touche, des hallucinations, des choses comme ça, tu vois. Okay. Forme éboïdophrénique. Ouh là là, c'est tous ces termes. Ouais, donc tu vois... il y en a pas mal. T'as les définitions sur... Ouais, elles y sont. Tu veux que je te les donne? Non, on verra plus tard. On verra si on a le temps de... Ouais, ok. Et sinon, au pire, je te donnerai le lien de ton... Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Je me concentre sur ton expérience. Ouais, ok. Alors, pour en revenir à ton expérience, à quel âge t'as... Moi, je suis tombé malade. Tu es tombé là. Déclarer la maladie? Oui, c'est vrai que tu m'as Comment j'ai déclaré la maladie? Voilà, c'est ça. Alors, je suis tombé malade à 17 ans. J'étais un ado, hein, en fin d'adolescence, même bien dans l'âge adulte quand même un petit peu déjà, parce que l'adolescence est plus jeune encore, mais donc je suis tombé malade à 17 ans. Premier signe de la maladie, c'était une bouffée délirante aiguë. Bouffée délirante? Ouais. Alors, explication. Alors, bouffée délirante, c'est tu pars en live dans ta tête complètement. D'accord. Suite à une prise de toxiques, par exemple, comme les drogues ou l'alcool ou des choses comme ça. Moi, en l'occurrence, c'était le cannabis. Le cannabis, c'est une source très importante de déclenchement de la maladie. Plus fréquente, le cannabis, qui déclare la maladie. Du coup, moi, ça a été ça. Voilà, donc à 17 ans, je suis tombé malade. En fait, la première fois, je me souviens, c'était le jour en plus, c'est symbolique, parce que c'était le jour de la journée de la femme en 2001. Donc voilà, symbolique, je sais pas pourquoi, mais je m'en souviens, c'est symbolique parce que je me souviens de ça en fait. Donc voilà, c'est rigolo, ça m'a marqué. Et en fait, j'étais chez mes grands-parents, et je commençais à délirer plein pot, à me faire des délires mystiques, des choses comme ça. Alors, délire mystique, c'est sur Dieu, les extraterrestres, des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est assez perché, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Ah, je vois le lien avec tes illustrations. Voilà. Donc, voilà. Donc, je me sentais persécuté. Voilà, je me faisais des idées sur les gens, sur mon entourage. Je croyais qu'on m'en voulait, des choses comme ça. Jusqu'au moment où j'ai fait une TS, en fait. Une tentative de suicide. Ah, c'est ça, une thèse, d'accord. Ouais. Tu veux que je rentre dans les détails ou... on verra si c'est trop choquant ou pas, mais vas-y, je te laisse. Tu le coupes après, si tu veux couper ou pas, tu verras. Mais voilà. Je suis allé me taper la tête contre les pics du portail de chez mes grands-parents. Voilà, pour vraiment... et par chance, mon oncle, qui était là, et quelques membres de la famille m'ont retiré du portail. Donc j'ai encore la cicatrice, d'ailleurs. Elle est juste devant, là. Quand j'ai le crâne un peu plus rasé, elle se voit. Donc voilà, c'est la seule tentative de suicide que j'ai fait. Après, j'ai été pris en charge aux urgences de Grenoble. Donc aux urgences de Grenoble, j'en souviens vraiment pas mal, j'en souviens quand même assez bien. J'étais dans le mutisme complet. Puis jusqu'au moment où on a décidé de m'envoyer au CHAI à Saint-Égrève pour ma première hospitalisation. Du coup, j'y suis resté 1 mois. J'ai fait 2 ou 3 semaines de chambre d'isolement. Okay. Donc chambre d'isolement, en fait, c'est une chambre de soins, si tu veux, pour éviter aux patients, aux malades, de se faire du mal à lui-même.
Et c'est une sorte de cocon protégé, si tu veux. Isolement, ça porte bien son nom. Où c'est capitonné, tu vois, t'as un lit, un toilette, une petite table en plastique moulée pour manger. Et tu es là-dedans pour vraiment pas te faire mal à toi-même, en fait. Et est-ce que, comme dans les films, je fais exprès d'aller dans le cliché. Ouais, vas-y. Ouais. Dans les films, c'est tapissé, c'est molletonné et tout. Non, c'est pas molletonné, t'as une tapisserie. Juste une tapisserie, moi, à l'époque, c'était l'ancien hôpital de Saint-Hégrève. Donc là, ils ont tout refait, donc c'était vieux. Tu vois, donc c'était pas très joy, quoi. C'était pas très gay, tu vois. Et du coup, par contre... les trucs molletonnés et tout, c'est pas carrément, ouais, c'est vrai. Par contre, t'as une fenêtre qui donne sur le bureau infirmier, il te surveille. J'ai cru que t'allais dire vers l'extérieur. Et t'as une fenêtre vers l'extérieur. Oui, t'as des fenêtres vers l'extérieur aussi quand même. T'es pas entre quatre murs vraiment. Mais c'est bien de le préciser, il faut préciser. Parce que moi, je m'imaginais vraiment un truc fermé. Non, t'as des fenêtres. Ouais, heureusement. Ok, mais tu peux pas les ouvrir. Si. Non, tu peux pas les ouvrir. Non. Et tu as en haut une horloge digitale qui te donne l'heure. Donc c'est assez stressful, quoi. Tu vois, Et tu fais rien de tes journées si... Bah non, en fait, t'es tellement dans le bad complet, tu vois, dans le mal, que tu vois même pas les journées passer, tu es dans ton délire, moi j'étais en plein délire, quoi, tu vois, donc... tu vois, pour te donner un exemple, je m'en souviens encore, si tu veux, il me changeait les draps, et sur les draps, il y avait des dates, tu sais, genre 1900, je sais pas quoi, et moi je m'imaginais que je changeais d'époque, à chaque fois que je voyais les nouveaux draps avec les dates, tu vois, un truc de fou, quoi. Ah ouais. Donc voilà. Et c'est une super imagination si on veut autrement. Carrément. Donc voilà, et du coup, voilà, donc c'était assez le bad complet, et en fait, si tu veux, principalement, c'est vraiment, donc c'est comme je te dis, c'est le cannabis qui déclenche la maladie. T'as un terrain génétique à la base quand même, si tu veux. Et c'est forcément que le cannabis qui fait... Non, ça peut être un choc émotionnel aussi. Qui peut déclencher ça, la perte d'un proche ou un événement qui te choque, tu vois, un choc émotionnel. Il y a le choc environnemental aussi, donc voilà, un choc social un peu, tu vois, des choses comme ça. Tout ça peut te faire que tu peux péter un câble, et donc ça commence en général par une bouffée délirante, et après tu as le diagnostic qui se pose petit à petit au fur et à mesure du temps. Donc moi on m'a diagnostiqué bipolaire au début, et après le diagnostic a évolué 1 an ou 2 ans après, en schizophrénie affective ou dysthymique. On mélange de bipolarité et schizophrénie, en gros. Voilà. Ok. Et quelles sont les pensées que tu peux avoir le parasite, les pensées parasites. Alors, en général, moi, si tu veux, c'est... Alors, déjà, il y a des pensées qui me percutent l'esprit, ça s'appelle des insultes. Tu vois, donc c'est assez perturbant. Et encore, moi, dans les symptômes de la maladie, maintenant, j'arrive à relativiser, si tu veux. Mais par exemple, quand je suis en dialogue avec quelqu'un, par exemple mon infirmier au CMP, en centre médico-psychologique où je suis suivi, j'ai l'impression qu'il peut capter ces pensées-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez perturbant, et c'est un peu une conviction pour moi, tu vois. Je lui en parle, je lui dis, il dit non, c'est hors de la réalité et tout, voilà, il m'explique tout ça. Et si tu veux, moi, dans les symptômes de la maladie résiduelle, les symptômes résiduels, ça s'appelle, j'ai ça. Tu vois, principalement, le fait que ces pensées, j'ai l'impression, quand je parle avec certaines personnes, que les gens peuvent les capter. Et ce qui me convainc dans ce truc, si tu veux, c'est par exemple, quand je suis avec une personne, et que je parle avec elle, et que je pense à un truc, et qu'elle sort un truc, mais ça peut être logique dans la conversation qu'elle le sorte, tu vois, je me dis, putain, il a perçu ma pensée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le délire? Après, moi, je crois beaucoup à la connexion entre les gens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le cerveau émet des ondes. Mais je crois que ça a été prouvé qu'il y a une connexion. Oui, je pense. Mais donc voilà, plus ou moins, ouais. Donc voilà, et du coup, voilà, donc moi j'ai cette conviction. Après, un peu irrationnellement, moi je me dirais que j'y crois, mais rationnellement par mon infirmier, si tu veux dire, je peux pas y croire. Tu vois le délire? Ouais. Voilà. Disons que ça allait trop loin par rapport à la norme. Voilà, exactement. C'est pas dans la norme, quoi. Donc forcément. T'es pas dans la norme, donc voilà. Très bien. Avec les oreilles de lapin. Exactement. Il voit pas, mais... Qu'est-ce qui t'a fait découvrir que tu avais cette maladie? C'est... alors, découvrir. Qu'est-ce que t'entends par découvrir? Qu'est-ce qui t'a fait... alors, je vais essayer de me le présenter, parce qu'en fait, tu dis c'est le cannabis, c'est ça? Ouais. Mais t'as eu des bouffées, c'est ça? Bouffées délirantes. Alors, j'ai fait une bouffée délirante. Et après, alors j'ai fait plusieurs hospitalisations, si tu veux, entre 2004, 2005 et 2000...
12 à peu près, j'en ai fait 6 ou 7. Et si tu veux, en fait, c'est le diagnostic qui a été posé, quoi. Moi, c'est pas toi qui t'es dit... Non, parce que certaines fois, les patients, tu sais, c'est eux-mêmes qui arrivent à découvrir parce que les médecins... Alors moi, à l'époque, si tu veux, c'était... Je ne suis pas posé de questions, j'étais tellement si tu veux, anéanti par cette annonce, tu vois, que je ne me suis même pas posé la question de me dire est-ce que je peux l'avoir découvert par moi-même ou quoi que ce soit. En même temps, j'ai écouté le diagnostic, je me suis dit ok, mais alors moi j'ai une nuance, je dis accepter de vivre avec, en fait, tu vois, pas accepter la maladie, parce qu'une maladie tu l'acceptes jamais, mais de vivre avec. Voilà. En bonne harmonie. Voilà, en bonne harmonie, voilà. Qu'est-ce qui m'a fait découvrir ? En fait, je l'ai même pas découvert par moi, j'ai découvert par le diagnostic, en fait, que les médecins ont posé. Ouais. Donc voilà. Après, moi, je me suis fait un autodiagnostic aussi, quand même, depuis quelques années. Je pense que j'ai peut-être un peu, et ça c'est dit dans les schizophrénies en parallèle, je pense que j'ai un autisme un peu Asperger, tu vois, de par les facultés que j'ai, si tu veux, dans ce que je fais, dans mon art, tout ça par exemple, mon hypersensibilité aussi, tu vois. Et donc c'est un peu un autodiagnostic que je me suis fait. Je pense que c'est pas faux, à mon avis, parce que quand on ressent quelque chose, je pense que quelque part ça peut être vrai, tu vois. Tu voudrais pas le diagnostiquer du coup ? Non, t'as pas envie de... Je pourrais faire une expertise. Alors t'as un centre qui s'appelle le C3R à Grenoble, Centre Ressources Réhabilitation, et le 3e R, je sais plus. Du coup là-bas ils font des expertises psychologiques, psychiatriques. C'est un centre à Saint-Martin-d'Hers, t'as des ateliers, j'en ai entendu parler. Et du coup... j'ai interviewé, excuse-moi, parce que du coup j'ai interviewé une amie, son garçon est atteint d'autisme Asperger. J'ai écouté un peu le... Ouais, j'ai un peu écouté. Du coup, justement, elle a rendez-vous D'accord. En juin ou mai-juin, je crois. Justement là-bas. Ok, ça marche. Voilà. Cool. Donc je pourrais me faire expertiser, mais je sais pas si j'ai vraiment le souhait d'avoir ce poids encore d'un autre diagnostic, tu vois, d'un deuxième diag. Après, je le garde pour moi, je pense, tu vois. C'est pas obligatoire d'être... Voilà, tu vois. D'être diagnostiqué. C'était juste une question plus... Donc voilà, quoi. Et pour en revenir justement à quand ils t'ont annoncé que tu avais la maladie, la schizophrénie. Quelle a été ma réaction ? Ouais, ta réaction, en fait, ouais. J'étais... alors déjà, je savais pas ce que c'était. Et puis ma réaction, je crois que j'étais encore dans mon délire au moment où ils m'annonçaient. Alors au début, je te dis, c'était trop bipolaire qu'ils m'annonçaient. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je crois que j'ai même pas demandé ce que c'était, ou tu vois, si je me souviens bien, j'étais un peu à l'ouest encore de mon hospitalisation, tu vois, parce que le diagnostic, il a été posé un peu après en CMP, où j'étais suivi par un médecin. Donc ça a été vraiment un gros chamboulement, parce que, si tu veux... tout ça s'est enchaîné, tu vois, l'hospitalisation, le CMP, puis j'acceptais pas tout ça. Et puis, comment j'ai accepté... c'est ça la question ? Non, mais c'est sympa de le voir comme ça. Ouais. Comment tu l'as accepté ? Non, comment tu as réagi ? Comment j'ai réagi ? Ça veut dire que tu l'as accepté après. Oui. Oui. Comment j'ai réagi ? Ouais, en fait, je te dis, j'étais un peu down, quoi. J'ai même pas eu spécialement de réaction. J'étais un peu... Après, t'étais peut-être shooté de toute façon. Ouais, un petit peu, ouais, aussi, je pense aussi. Ouais, un petit peu. Et puis j'ai pas eu forcément trop de réaction, en fait. Okay. Tu vois, si je me souviens bien, j'ai dit ok, quoi. Tu vois, ouais, j'étais vraiment très mal, donc voilà, quoi. Est-ce que c'est un handicap pour toi dans le quotidien ? Et si oui, quels sont-ils ? Et puis, j'ai entendu parler de handicap psychique. Oui. Voilà, je te laisse développer. Okay. Alors, est-ce que c'est un handicap pour moi au quotidien ? Maintenant, je dirais que pas forcément, à part ce que je te disais, tu sais, les pensées parasites, là. Voilà, ça me saoule un peu, quoique j'en ai plus tellement maintenant. Tu vois, ça va bien. Ça a été un handicap au début, parce que tout ce chamboulement, ça m'a vraiment handicapé, carrément, tu vois. Après... Dans ta vie sociale, par exemple ? Non, ma vie sociale, ça va bien, tu vois, donc voilà. Maintenant, ou ça... Enfin, je veux dire, même plutôt maintenant, ouais. Oui, maintenant, ouais, plutôt maintenant. Mais à l'époque, ça a tout chamboulé ? Ouais, carrément. C'est ça, oui. Ouais, carrément, parce que si tu veux, j'ai à l'époque, mes amis, j'osais plus les voir, parce que si tu veux, j'avais honte d'avoir ça.
Tu vois, cette maladie, c'était une honte pour moi d'avoir ça. C'est con, hein, mais quand t'es jeune, c'est quand t'es gamin, tu sais, à 17 ans, t'es un bébé encore, hein. En même temps, quand on connaît voilà, pas... quoi. Oui, voilà, qu'on connaît pas, t'es un gamin, à 17, 18, 20 ans, t'as honte d'avoir ça, tu te dis, mes potes, ils vont me juger et tout, machin. Donc ça, c'était vraiment un handicap pour moi, tu vois. Le jugement de l'autre, ça me faisait peur. Et j'essaie vraiment d'esquiver pas mal de trucs pour pas en parler, tu vois. Pour éviter d'en parler, pour éviter de le dire autour de moi, parce que il y a encore 20 ans de ça, c'était encore plus tabou que maintenant. Ah oui. Tu vois. Évidemment. Donc bon. Heureusement, voilà, on lève les tabous. Oui, voilà, ouais. Donc la maladie mentale, psychique à l'époque, c'était vraiment il y a 20 ans de ça, c'était wow, no way, quoi, tu vois. Bah déjà que aller chez le psy, c'était... Oui, carrément. C'était déjà quelque chose. C'est clair. C'est clair. Donc maintenant, donc ça a eu un handicap quand j'étais plus jeune, ouais, vraiment, par rapport à ça, notamment, et aussi les médicaments qui t'handicapent beaucoup, parce que les neuroleptiques, ça te sédate beaucoup. Au début, quand tu commences les neuroleptiques, le traitement médicamenteux, t'es shooté complet. C'est-à-dire que moi, je dormais toute la journée, toute la nuit, enfin, pratiquement toute la journée, pratiquement toute la nuit, sur des jours et des jours. Et du coup, tu perds la notion du temps, tu perds plein de trucs. Maintenant, c'est plus handicap. En fait, ma vie a vraiment pris un tournant quand j'ai commencé à faire du chant en chorale en 2013 avec une compagnie... Ah oui, c'est passé 12 ans quand même. Ouais. Avec une compagnie de chant qui s'appelle la Compagnie Vocale, leur siège est au Fontanil, Cornillon. Et du coup, en fait, c'est ma mère qui m'a dit, bah tiens, regarde, Anto, toi qui aimes chanter, j'ai trouvé ce document dans les infos de la commune. Ils recherchent des chanteurs pour la chorale et tout. Donc je dis, bah pourquoi pas. Je venais de sortir d'une hospite en 2012. Je suis sorti d'une hospite de 2 mois d'hospite pendant tout l'été. J'étais très mal. Et du coup, je crois que c'était en janvier ou février suivant. Et du coup, il dit, ben moi, je vais essayer d'aller voir, quoi. Tu vois. Et puis comme j'ai toujours bien aimé chanter, tout ça et tout, je me suis dit je vais essayer, et j'ai passé une audition, et du coup j'ai été pris dans la chorale. Et j'ai rencontré plein de super personnes, niveau social et tout, ça m'a vachement aidé tout ça. Je suis resté 3-4 ans dans cette chorale, de 2013 à 2013, 2014, 2015 peut-être. Ouais, un truc comme ça, 2016, je sais plus, 3-4 ans. Et j'ai fait des spectacles devant dans des grandes salles, donc le Grand Angle, le Prisme à Cessin, tout ça et tout, en Chartreuse aussi, donc voilà. J'avais des solos dans ce spectacle, c'est-à-dire que je chantais en solo, au micro et tout, devant plein de personnes, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment... Libéré. Délivré. Voilà. Délivré. Donc voilà. Et du coup... et voilà. aider socialement peut-être, je sais pas. Oui, carrément. Ouais, carrément. Ça m'a beaucoup aidé socialement et à m'ouvrir vraiment un peu plus, quoi, par rapport à la maladie, à cause de la maladie qui m'avait handicapé à ce niveau-là. Et là, tu t'es peut-être dit, j'arriverai peut-être à vivre avec elle. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, je te dis, depuis que j'ai commencé cette chorale, tout a changé, quoi. Il y a mon frère aussi qui m'a dit, parce que ouais, aussi je mettais un gros point d'honneur au travail, tu vois, je voulais à tout prix travailler à l'époque. Avec ces types de maladies, c'est très dur de travailler, parce que la pression du patron, les horaires, tu vois, avec les traitements, tout ça, pour te lever aux horaires, c'est difficile. Donc j'ai travaillé quelques années quand même. Enfin, travailler, tu veux dire en CDI ou CDD, c'est voilà, ça que tu veux dire. Ouais, travail parce que tu travailles aujourd'hui. Dans la norme, entre guillemets. C'est parce que tu travailles toujours aujourd'hui. Oui, je fais autre chose, mais j'ai quelque chose. Maintenant, c'est vraiment, j'ai ma micro-entreprise, on en parlera plus tard, je pense, mais... Et du coup, j'ai travaillé en milieu hospitalier, tu vois, bizarrement, parce qu'en fait, comme on m'avait aidé, je voulais aider l'autre aussi, tu vois. Donc je faisais des ménages, voilà, donc j'ai travaillé au CHE, bizarrement, tu vois, à l'hôpital de Saint-Égrève, j'ai travaillé 1 an, et j'ai travaillé au CHU de Grenoble pendant 3-4 ans. Mon frère, entre 2012 ou 2013, je mettais un point d'honneur au travail, comme je te disais. On a 11 ans d'écart avec mon frère. Moi, je devais avoir 25 ans, il devait en avoir 14. Et il me fait, Anto, pourquoi tu cherches tant à travailler? T'as un handicap, arrête de te prendre la tête là-dessus, vis ta vie, essaye pas de chercher à travailler si tu peux pas y arriver. Et quand le gamin à 14 ans il m'a dit ça m'a fait un déclic. Je me suis dit maintenant avec mon handicap, je vais faire des choses qui me feront plaisir et du bien, et je vais faire des démarches pour avoir une allocation d'adulte handicapé,
Donc ce que j'ai fait. J'ai aussi une pension d'invalidité parce que j'ai eu travaillé. Donc là, je mixe la pension. Grâce au fait que tu aies travaillé. D'accord, ok. Donc c'est pas cumulable, hein, je veux dire, c'est pas des gros montants, hein, c'est pour vivre en fait, quoi. Tu vois, tu as un certain montant de pension, un certain montant d'AH qui permettent de vivre. Donc voilà, bon ça c'est un... Et sachant qu'en plus t'es imposable hein, sur la pension d'invalidité, je crois bien. Ouais, t'es imposable sur la pension, ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, quand il m'a dit ça, voilà, donc j'ai eu un déclic, quoi. Le gamin, il me dit ça, mon petit frère me dit ça, il a 14 ans, c'est hallucinant, donc voilà, quoi. Et puis, voilà, donc voilà. Et t'as voulu te reconvertir, enfin, faire ce que t'avais envie de faire, voilà, quoi. j'ai voulu faire ce que j'ai envie de faire, et puis, merde, le travail, quoi. Mais c'est quand même du travail. Tu parles de travail, mais ce que tu fais, c'est du travail. Carrément. Parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, le travail... Ça a toujours Allez, quelle est la définition du travail? Un autre... Le travail, aux yeux des gens, ça te met en valeur. Tu vois, j'ai toujours cru ça. Alors qu'en fait, ben voilà quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'étais un bon honneur au travail. Donc, j'arrête là-dessus, je suis trop éparpillé. C'est peut-être trop long là, non? Non, ça va? On est à 30 minutes. Ah oui, déjà. La maladie psychique. Donc, la maladie psychique. Handicap psychique. Le handicap psychique, ça regroupe différentes maladies psychiques, la bipolarité, la schizophrénie, la mélancolie, toutes les maladies du spectre psychique. Voilà. Donc, handicap psychique, moi le mien, c'est schizophrénie dysthymique. Et puis, handicap psychique, c'est la maladie que tu as dans ta tête, dans le psychisme en fait. Hein. Donc, voilà. Ok. Clair, concis. Non mais c'est bien. Non mais c'est très bien. C'est clair et concis. Parfait. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à diagnostiquer cette maladie? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout le process pour le diagnostiquer et ensuite potentiellement pas en guérir totalement, mais se rétablir. Se rétablir, voilà, c'est ça le terme. Alors, diagnostiquer, je pourrais pas te dire parce que je suis pas médecin. Ok. Donc, je peux peut-être le dire, mais toi, ce que tu t'en souviens, c'est ce que tu te souviens de ton diagnostic à toi. Moi, le diagnostic, ça a été d'abord, comme je te dis, bipolarité, puis ensuite schizophrénie dysthymique, affective, schizophrénie dysthymique ou affective, on peut dire. Mais comment ils ont réussi à le... Je sais pas. Alors, je pense que c'est par rapport au fait que ce que j'ai eu pendant mes hospites, les délires, tout ça et tout machin, forcément, il y a un lien avec une maladie psychique. Ok. Tu vois? Ils t'ont pas fait faire de tests, par exemple? J'ai eu un test de Rorschach, quand même. Oui. C'est les tâches. Ah, ok. Voilà, c'est bien de préciser. Mais bon, pour moi, ça veut rien dire. Parce que, les fameuses tâches qu'on voit dans les films. Ouais, c'est ça. Ou dans le clip de Nurse Barclay aussi. Je sais pas si tu as Crazy, le film, la chanson Crazy. I'd make me crazy. Ah, je l'ai pas vu ce clip, désolé. Dans ce clip, il y a les tâches de Rorschach. Bon, tu couperas ma chanson, mon passage chanté, non? Très bien, on garde. Et du coup, j'ai fait le test de Rorschach et c'est avéré que ça s'est révélé que j'avais une maladie psychique. Mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, ces tests. Donc, Et ensuite, si tu peux nous expliquer un peu le process, si on peut parler de process. Pour se rétablir. Alors là, ça va être long. Hein. Ah allons-y. Hein. Ça va être long, je vais essayer de synthétiser, mais j'ai un peu du mal à synthétiser quand même, mais je vais essayer. En général, tu veux dire? Ou pour moi? Non, pour toi. Je te parle de mon expérience? Oui, ton expérience, c'est mieux. Alors, mon process, je pense, de rétablissement, il a commencé quand j'ai commencé la chorale. C'est tout un procédé social, environnemental, psychique aussi. Et en fait, il y a une notion dans la maladie psychique qui s'appelle le rétablissement, vraiment. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu peux te rétablir de ta maladie, tu es toujours soigné, tu peux pas en guérir, mais tu peux te rétablir. Enfin, il y a des guérisons, je pense, mais je sais pas s'il y en a beaucoup. À 100%? Ouais, voilà. Ah ouais? Après, moi, je suis bien rétabli déjà, je pense. Tu vois, je vais déjà vraiment très très bien en ce moment. Donc, je suis content. Et du coup, le rétablissement, c'est quand tu peux accomplir des choses et que tu as fait un cheminement dans ta vie et ton parcours de maladie, si tu veux. Tu vois? Moi, par exemple, j'ai fait une formation de père et danse. De père et danse. Père et danse? Père, P-A-I-R. Ok. Je vais t'expliquer ce que c'est. La père et danse, en fait, c'est... Donc, cette formation, je l'ai fait à l'Université des patients de Grenoble en 2017. C'est sur 3 mois et tu apprends à donner, en gros, tu as des cours une fois par semaine. J'avais des cours une fois par semaine pour donner de l'espoir à tes pairs, P-A-I-R-S.
Ok. Et en fait, tu peux faire ce type de formation quand déjà dans ta vie de malade ou ta vie classique, tu as une progression assez pas mal, enfin assez bien. Tu vois, quand tu es bien dans tes baskets, on va dire, que tu es stable dans ta vie. Et cette formation, ça te permet, donc voilà, ouais, j'ai déjà dit. Je me perds. De donner de l'espoir à tes pairs. Et du coup, mais c'était pas ça ta question, c'est le process de rétablissement. Comment dire ? Tu as le droit de te perdre. Ouais, j'ai le droit. On va se retrouver après. Je pense. Ouais, en fait, c'est un cheminement. Gros, c'est un cheminement. Voilà, en gros. C'est un cheminement, en fait. C'est un cheminement de plusieurs choses. L'acceptation, moi je dis bien de vivre avec la maladie. Ouais. L'acceptation de prendre ton traitement. Et du coup, tu es suivi par quelqu'un, un psychologue par exemple ? Ou un psychiatre, je sais pas. J'ai un suivi en CMP. Donc CMP, c'est un centre médico-psychologique. Okay. C'est public. Donc ça dépend de l'hôpital, en l'occurrence, là, de l'hôpital de Saint-Égrève. Et j'ai un suivi infirmier quand je le souhaite. Si tu veux, j'ai une relation horizontale avec lui. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de mes soins avec lui. Tu vois, donc je décide quand est-ce qu'on se voit, etc. Et je vois mon psychiatre une fois tous les 2-3 mois à peu près, pour qu'il me passe la prescription médicale de mon traitement. Mais vraiment l'échange que j'ai pour m'aider à discuter, échanger, tout ça, c'est avec mon infirmier référent. Voilà, qui est comme ça, qui est super, qui est très gentil, très sympa, très à l'écoute, et ça fait maintenant depuis 2011 qu'il me suit. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. Voilà. Ouais, le process, c'est vraiment tout un facteur de choses en fait. Social, environnemental, psychique, la prise de traitement, l'environnement familial, amical. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Ta famille a joué un jeu. Ah oui. Si tu veux, ma famille, ils ont toujours été là, tu vois. Ils m'ont beaucoup apporté, beaucoup soutenu. Et ça a été très très dur pour eux de vivre ça. C'était en 2001. Ouais, c'était en 2001. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, en tout cas, 2001. J'ai dit 2001, ouais. 2001, ouais, t'as dit 2001. Et du coup, de 2001, si tu veux, pendant les 10 ans qui ont suivi, pratiquement, j'ai raté toute ma jeunesse. Ah, oui. Ouais. Et du coup, il y a ça, et mes parents m'ont beaucoup soutenu. Tu vois, ma famille. Et quand tu dis raté, c'est-à-dire que t'étais quasiment tout le temps à l'hôpital ? Pratiquement, ouais. Okay. J'ai fait 6 hospices ou 7. Et aussi, si tu veux, comme je suis tombé malade jeune, mon cerveau n'a pas pu finir de se former comme il me faut. Tu vois, parce que le cerveau se forme, il finit de se former à 21 ans ou 22 ans. Tu vois. Et si tu veux, j'ai raté toute ma jeunesse, de mes 17 ans à mes 28 ans à peu près. Donc j'ai pas pu faire mes expériences de vie, tout ça et tout, tu vois, comme je l'aurais voulu, comme quelqu'un de normal entre guillemets. Et du coup, j'ai commencé à vivre, on va dire, à revivre vers mes 30 ans. Voilà. Okay. Tu vois, vers mes 29-30 ans. Ouais. Voilà. Une douzaine d'années. Ouais, de néant, si tu veux. Ah, c'est dur. Ouais, non, voilà. Ouais, quand tu dis la jeunesse, on est encore jeune, hein, mais... Oui, carrément, mais bon, je veux dire... Mais la jeunesse, oui, entre la fin de l'adolescence voilà, tu vois, et la trentaine, j'ai pas pu faire beaucoup de fêtes avec les copains, j'ai pas eu trop d'expérience amoureuse non plus, d'aventure amoureuse, à cause de ça, tu vois. Et aussi, au niveau amour, dans la maladie psychique, c'est très compliqué, enfin... Quand la personne va mal au début de sa maladie, c'est très compliqué d'avoir des expériences amoureuses, ça et tout, tu vois, donc j'ai pas eu ça. Donc j'ai vraiment raté une grosse partie de ma vie. Mais j'ai recommencé à vivre à mes 29-30 ans. Et là, ça fait depuis 2012 que j'ai pas fait de rechute. Je croise les doigts. Donc voilà. C'est bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques pour t'aider ? Oui. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai un neuroleptique et un thymorégulateur. Donc le neuroleptique, c'est ce qui va aider à te réguler ta dopamine dans le cerveau, parce qu'en fait la maladie psychique, en général c'est une sécrétion trop importante de dopamine au niveau de l'hypothalamus dans le cerveau. Ouais. Et si tu veux, les neuroleptiques... C'est un peu technique pour moi. Les neuroleptiques, ils vont réguler ça et permettre une sécrétion plus normale et te stabiliser dans tes troubles. Ok. Voilà. Et c'est à vie ce traitement ou pas ? Bah oui. Ouais, ok. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de médicament, il n'y a pas un médicament que tu prends pour guérir, comme ça. Ok. Voilà. Et c'est des médicaments qui stabilisent la maladie. Ok. Voilà, tu vois ? Très bien. Ouais. Bah, c'est déjà bien. Oui, heureusement qu'il y a ça. Mais bon, il n'y a pas que les médicaments.
dans la stabilité de la maladie. Il y a tout l'environnement. Oui, c'est comme social, tu disais tout à l'heure. amical, Exactement. familial. Voilà, tu vois, il y a tout ça. Tout ça, c'est important. Ouais. Très bien. Je termine un truc. T'as des personnes malades qui n'ont pas de famille ou d'amis. C'est encore plus dur pour eux. Sûr. Et moi, tu vois, des fois, j'ai discuté avec des pères à l'hôpital de Saint-Égrève. Et ben, ça fait des années qu'ils sont là-bas, les pauvres. Tu vois, parce qu'ils sont seuls. Et c'est horrible, quoi. Moi, ça me fait trop mal au cœur, tu vois. Et donc, justement, ma question c'était, mais on a un peu répondu. Peut-on en guérir totalement? Mais ça, est-ce que tu le sais? Alors, rationnellement, je pense qu'on te dirait qu'on peut pas. Ouais. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, me concernant, je suis guéri. Ouais. Dans ma façon de vivre, dans mon environnement social, tout ça et tout, mon lien à l'autre, mon activité que j'ai, tout ça fait que j'ai l'impression d'être guéri. Mais rationnellement, on dira que non, qu'on ne va pas en guérir. Moi, je suis convaincu qu'on peut en guérir. Voilà. Ok. Donc il y a la version des médecins et puis la version des malades. Ça, enfin, des malades qui sont plus malades, du coup. Oui, voilà. Des ex-malades. Après, ouais. Et du coup, aujourd'hui, comment vas-tu? Comment va ta vie sociale? Comment vas-tu dans le travail? Que fais-tu? Voilà. Ok, alors aujourd'hui, plein de questions. Aujourd'hui, ça va vraiment très bien. Ça va vraiment très bien. Dans ma vie sociale, ça va très bien aussi. J'ai des amis, ma famille, tout ça, ça va très bien. Je fais beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Voilà, j'ai mon activité pro aussi dans le design, Photoshop, tout ça et tout. Qu'on peut voir sur ton compte AB 3D 2D Instagram. Petite pub. Merci Joe. Et du coup, j'ai commencé à faire cette activité en 2016-2017 et j'ai monté ma boîte en 2020. Et ça marche pas trop mal, je bosse pour des artistes internationaux. Ah oui, pendant le confinement en fait. Ouais, non, juste avant. Post-confinement, en juin 2020. Ok. Voilà. Donc ça va faire 3 ans bientôt. Et du coup, je travaille pour des artistes, des DJ internationaux, des choses comme ça. J'ai notamment travaillé ce week-end pour Santa, la chanteuse d'Iphone, du groupe iPhone. Je sais pas si tu connais. Tu connais pas? C'est un super groupe de pop française. Ils chantent en anglais, mais ils sont bien connus en France. Donc c'était super cool. Je suis un peu nulle en... Ah bon? mais non. Je suis pas à la page. Et ouais, donc... et ta vie sociale? Ma vie sociale, ça va très bien aussi. J'ai des amis qui ont un handicap psychique aussi, que je vois régulièrement. J'ai des amis qui n'ont pas de handicap psychique, que je vois aussi. On fait des sorties, on fait des restos, on va en ville, on voit d'autres amis, on va au café, voilà. Donc, super cool, quoi. Chose que je n'aurais pas pu faire il y a 15 ou 20 ans. Voilà. Est-ce que, au moment où tu as eu le diagnostic, ou pas environ, tu aurais pensé que tu pouvais avoir cette vie-là maintenant? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Et c'est une belle revanche sur la vie pour moi. T'as l'impression de recommencer une... depuis quelques années maintenant, oui, je suis reconnecté, quoi. Donc voilà, ça va. C'est bien. Ouais. Quel message voudrais-tu passer aux personnes qui ont peur de cette maladie, la schizophrénie, ou aux personnes qui sont atteintes, ou alors encore aux familles qui ont quelqu'un qui est... Alors, il y a 2 messages, du coup, à donner. Hein. Évidemment, c'est pas le même. Ouais. Alors, aux personnes qui ont peur, je leur dirais que, déjà, la personne schizophrène est une personne humaine, intelligente, gentille, sensible, amicale. Et la personne schizophrène, si vous avez peur d'une personne schizophrène, sachez que la personne schizophrène se fait en général plus de mal à elle-même qu'aux autres. Ce qu'on entend dans les médias, ça arrive rarement. Voilà. Oui. Pourquoi exactement? Bah oui, on sait pas pourquoi. Des erreurs de soins ou des choses comme ça, ou voilà. Donc on sait pas pourquoi c'est parti ou choses comme ça. Voilà, t'as raison. Dire aux familles qu'on peut s'en sortir de cette maladie, c'est important de bien suivre ses soins quand on a des soins à faire, d'essayer d'avoir une vie sociale. On peut s'en sortir vraiment et vivre une vie à peu près normale entre guillemets, même si j'aime pas le mot normal. Entre lapins, voilà. Il y a toujours de l'espoir, il faut toujours garder espoir. Donc voilà. Et bien s'entourer du coup. Et bien s'entourer, avoir une vie assez saine quand même. Qu'est-ce que tu appelles vie assez saine? Vie assez saine, c'est pas d'excès, pas d'alcool, ou avec modération, vraiment très rarement, pas de drogue, pas de toxique. Essayer de se préserver au maximum là-dessus.
Après, j'ai donné un exemple, mais je suis pas le bon exemple parce que je me couche tard et je dirais qu'il faut se coucher, il faut avoir une hygiène de sommeil assez bonne aussi. Mais bon, moi je travaille assez tard. Donc non, mais après, je pense que le sommeil, c'est chacun trouve son rythme, chacun son rythme. Moi, je me lève super tôt, mais par contre, je me couche tôt. Ouais. Mais oui, tout le monde n'est pas capable. Je vois tes stories à 6h du matin, quand je vais me coucher des fois. Quand tu vas te coucher, on est en décalé, mais on a trouvé un créneau pour se voir. Voilà. Et donc voilà. Et après, la dernière question, c'était pour qui ? Alors, il y avait pour les familles, mais aussi pour les personnes qui sont atteintes de schizophrénie et qui s'en sont, par exemple, au début, au diagnostic. D'accord. Et bien, pour les personnes atteintes de schizophrénie, je dirais qu'il faut garder espoir aussi, qu'on peut vraiment s'en sortir et avoir une super belle vie malgré la maladie. Tout est possible, rien n'est impossible. Ça, je le répète sur mes stories de ma page Schizo, mais pas trop. Très bien. Deuxième point pub. Page Instagram, voilà. Donc, tout est possible et rien n'est impossible. Ça, faut bien le garder en tête. Après, je pense que je ne saurais pas quoi dire plus. Mais ne pas hésiter à demander conseil avec à un professionnel. Voilà, ne pas hésiter à demander conseil aux professionnels et s'entourer de bonnes personnes aussi. Pas avoir un environnement toxique. Et il faut garder espoir tout le temps. Tout le temps garder espoir. Et on peut vraiment s'en sortir et avoir une super vie. Très bien. As-tu des choses à rajouter que l'on n'a pas abordées ? Des choses à rajouter Alors déjà, je te remercie. Je peux rajouter ça ? Mais bien sûr. Merci pour cette super interview. Ça peut être ça, les choses à rajouter ou... Ah bah comme tu veux, s'il n'y a rien. Ou c'est un rapport avec ce que j'ai dit, ce que je veux. Ce que tu veux. Si tu as quelque chose à rajouter, je sais pas. Écoute, j'aime la vie, j'en sais rien. Oui, j'aime la vie. J'aime grave la vie. J'aime le café. J'aime le café. J'aimerais bien d'ailleurs trouver un endroit sur Grenoble où on peut déguster du café. Ça serait cool. Merci pour cette super interview, c'est super cool. Je me faisais un peu une montagne de ça, puis finalement ça s'est bien passé. Toujours. Donc voilà, merci Joe, merci Manon aussi. C'était super cool et merci. J'ai une dernière question. Ouais. Quel est ton sujet tabou ? Mon sujet tabou ? Alors là, je crois que j'ai jamais pensé quoi. T'en as peut-être pas, hein ? Après, on en a forcément un, mais pas forcément avec les mêmes personnes. Il y a des personnes avec qui on n'a pas de sujet tabou. Mon sujet tabou, si, ça serait de... Je pense que ça serait de parler à quelqu'un que je connais pas, enfin, quelqu'un avec qui je suis en train de parler que je connais pas forcément, et lui dire, tiens, tes pensées me persécutent. J'arrive à percevoir tes pensées, tu vois, et qu'elle me juge là-dessus. Ça serait un peu ça mon sujet tabou, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas très précis. C'est pas très clair, alors attends. Parler de mes pensées... Oui. De mon problème avec de mes pensées parasites à quelqu'un que je connais pas et avec qui je suis en train de discuter. Voilà. Ok, donc c'est pas la schizophrénie, mais c'est ce truc-là, et de peur que ça lui fasse peur, ou voilà, c'est con, mais... Ouais, ça c'est sujet tabou. Pourtant tu en as parlé. Pourtant j'en ai parlé, mais... Et qu'il y a plein de gens qui vont mais alors c'est peut-être pas ça mon sujet tabou, je sais pas. J'en sais rien. Disons que là, c'était peut-être plus facile, parce que là, oui, voilà, ouais. C'était, ouais. Mais avec une autre personne... Par exemple, si je te dis les connexions, moi j'y crois. Et une personne qui rationaliserait trop, Enfin non, je sais pas, je me perds là. Non, je sais pas. T'as peur du jugement. T'as peur du jugement en fait. Peur du jugement, ouais. Voilà. Okay. Un peu. Bon, là, j'ai un peu peur du jugement et après, je parle pas mal de ma maladie, mais pas à tout le monde non plus. Ok. Tu vois. J'ai jamais pensé à mon sujet tabou. C'est pas grave. Je sais pas. T'en as peut-être pas. Je sais rien, ça me vient pas là en fait. Je sais pas du tout. Ça me va. Merci. Merci à toi aussi, Joe. C'est super cool. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Bonne fin d'après-midi, on va dire. Il neige encore un petit peu. Ouais. Un petit peu. Toi aussi, rentre bien. Donc ça va être, ça va être un peu plus calme. Un peu plus calme, ouais. À plus. À plus. Ciao, ciao. Et voilà, cet épisode est terminé, j'en suis vraiment désolée. J'espère que le témoignage d'Anthony vous a plu. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants sur le sujet, vous pouvez lui envoyer un message sur son compte Instagram @schizomepatro, SKYZO-MAISPASTROP, ou répondre à l'article sur notre blog dont le lien est également dans le descriptif. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les tabous. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-podcast.com, sur Instagram @positivestudio.podcasting, sur notre page LinkedIn positive_studio, ou bien par mail à santabou, tout attaché,
tabou.podcast@gmail.com si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec Manon et moi. Allez, je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou.